Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Le Centre européen pour la loi et la justice dénonce un vaste système d'influence au sein du Conseil de l'Europe. Alors ce groupe de réflexion a découvert entre autres à la lecture du rapport financier du Conseil de l'Europe que les deux plus gros donateurs privés sont l'Open Society de George Soros et Microsoft de Bill Gates. Alors voilà, ces révélations vont dans le sens des dernières révélations alarmantes de l'ECLJ de 2020, c'est-à-dire qu'une grande proportion des juges de la CEDH font partie de la galaxie Soros et son Open Society Foundation, l'OSF. Alors à l'époque, vous dénonciez que sur 100 juges, 22 avaient des liens directs avec l'une des 7 ONG fondées ou financées par George Soros. Alors ça, c'est les liens directs et vous ne parlez même pas des liens indirects parce que là, l'entreprise est énorme. Alors, la CEDH et le Conseil de l'Europe, est-ce qu'ils sont détournés de leur mission essentielle ? Est-ce qu'il y a un manque d'indépendance ? Est-ce qu'elles deviennent le porte-parole de l'idéologie de Soros, progressiste, woke et immigrationniste ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Gregor Pupink. Bonjour Gregor Pupink. Bonjour à vous. Alors vous êtes juriste et essayiste français, vous êtes directeur de ce groupe de réflexion, le CLJ, groupe de réflexion chrétien, conservateur. Et puis nous sommes avec Thibaut Kerlirzin. Bonjour Thibaut Kerlirzin. Bonjour. Vous êtes consultant en stratégie d'intelligence économique et vous êtes notamment l'auteur du livre Soros, l'impérial aux éditions Perspectives Libres et fondateur du site Davocratie.com. Alors déjà, avant d'en parler, parce que tout ça, toutes ces instances sont un peu floues, Gregor Pupink, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le véritable pouvoir de la CEDH, du Conseil de l'Europe sur les Européens aujourd'hui ? Alors c'est un pouvoir qui est considérable. La Cour européenne des droits de l'homme a été instituée pour exercer un contrôle sur les législations, les décisions de justice et même parfois les constitutions des 46 pays membres du Conseil de l'Europe, donc c'est-à-dire tout le continent européen maintenant, à l'exception de la Russie depuis peu de temps. Donc la Cour européenne rejuge les jugements pris par la Cour de cassation, le Conseil d'État en France et toutes les cours suprêmes dans les États européens. Donc c'est un pouvoir qui est considérable parce qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose non seulement aux pays auxquels elle s'applique, mais aussi aux 45 autres pays du Conseil de l'Europe. Donc il y a, par le biais de la Cour européenne des droits de l'homme et en général des instances internationales de protection des droits de l'homme, un vecteur d'influence, un vecteur de pouvoir politique très large, non seulement sur un pays, mais sur des continents entiers, voire sur le monde au sein des Nations Unies. Donc réussir à infiltrer ces institutions, réussir à exercer une influence dans ces institutions, permet un effet de levier considérable et donc permet d'exercer une influence sur l'ensemble d'un continent. Et Thibaut Kerlirzin, vous avez écrit un livre donc, sur Soros, l'impérial. Alors on dit que Soros a une influence sur le Conseil de l'Europe, sur la CEDH. Alors quelle est l'idéologie de George Soros ? Qu'est-ce qu'il défend ? Quels sont les intérêts de George Soros à infiltrer le Conseil de l'Europe ? En fait, c'est la société Soros, c'est la société dite ouverte de Karl Popper, mais c'est ce dont il s'inspire. Mais en fait, il faut se reporter au logo de l'Open Society, qui est une espèce de spire infernale sans fond. Et c'est une espèce de fractal, c'est-à-dire l'idée c'est de reproduire à l'échelle mondiale les mêmes choses qu'il peut reproduire à l'échelle locale, c'est d'aller tout le temps vers l'avant, et ce qu'on appelle la société liquide, plutôt, c'est-à-dire tout ce qui est le progressisme, mais le progressisme le plus absolu, c'est-à-dire le soutien à tout ce qui va être le woke, le transgenre, le LGBT, les minorités, et tout ce qui va faire tout ce qui va diviser en fait, tout ce qui va faire la dissolution de la société. Et l'Open Society Foundation, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs associations ensemble qui sont financées par... Fondation, avant c'était l'Open Society Institute, mais ensuite il faut voir vraiment une galaxie, ce qu'a bien montré Gregor dans son rapport. C'est-à-dire que, moi j'aime bien prendre l'image d'une toile d'araignée. Vous avez le moyeu, on va dire que c'est l'Open Society Foundation, avec le soutien du Deep State américain derrière. Et à différentes spirales de la toile d'araignée, vous avez des ONG qui sont plus ou moins influentes, comme Transparency International, qui est particulièrement influente auprès de la Commission européenne. Vous avez Global Witness, vous avez l'Initiative pour la transparence des industries extractives, qui regroupe plusieurs ONG au départ, dont 6 sur 9 à l'origine étaient financées par Soros. C'est tout un ensemble de choses de galaxies. C'est pour ça que Soros, c'est pas
une personne, de toute façon, il a 93 ans bientôt, il a passé le relais à son fils, mais c'est un label pour moi. C'est un label pour moi et qui représente un ensemble d'ONG et d'intérêts. Voilà. Donc Soros et l'Open Society restent le cœur et le label principal, mais faut aller bien au-delà de l'Open Society. Et donc c'est Karl Popper, donc son influence, l'idéologie de George Soros, c'est ça, c'est celui qui disait qu'au nom de la tolérance, fallait pas tolérer l'intolérant. Ça donne un petit peu l'image. C'est son mentor, mais en fait, Karl Popper n'a jamais reconnu la qualité de Soros, ce qui a beaucoup vexé Soros. Soros avait soumis, je sais plus si c'était une thèse ou un master de philosophie, et Karl Popper lui a dit bon, copie, au revoir, quoi. Et le grand regret que Soros, qui confiait dans son biographie, c'est de ne jamais avoir été un philosophe. Mais c'est ça. Et donc, pour compenser, il finance donc des... Oui et non. En fait, moi, je pense qu'il faut laisser cette côté de philosophie, entre guillemets, de Soros de côté. Soros, c'est un majordome de luxe. C'est comme Klaus Schwab. C'est-à-dire que derrière Soros, il y a d'autres personnes qui sont plus puissantes, qui sont plus discrètes. C'est le principe de l'influence et qui lui laisse une grande marge d'action. Il a su se développer tout seul, très intelligemment, puisqu'il venait de l'Europe. Il avait, au moment où il a travaillé à Wall Street, il avait l'intelligence de regarder les marchés européens. Et en 79, il a monté une fondation. C'est pour ça que c'est un peu un pré-Bill Gates là-dessus, c'est qu'il a eu l'intelligence d'avoir le business et derrière de faire avec sa main droite, tant que la main gauche faisait le business, la main droite faisait de l'influence par les ONG et ouvrait les sociétés, quoi. Donc on va revenir justement sur Bill Gates et puis sur les influences et puis lui, qu'est-ce que défend Bill Gates. Alors Grégoire Pupinck, dans votre étude notamment, vous parlez donc des juges qui sont corrompus au sein de la CEDH, du Conseil de l'Europe, mais aussi donc, du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc vous parlez, les nouvelles révélations dans cette étude, ce sont les juges corrompus au sein du greffe de la Cour. Alors qui sont ces juges et quelles sont leurs influences dans ce Conseil de l'Europe? Alors, je pense que pour bien comprendre en fait la façon dont ça se passe, ce sont les gouvernements qui proposent 3 candidats à la fonction de juge à Strasbourg. Et ces gouvernements donc proposent des listes. Il est ainsi que des personnes, des activistes, des avocats de l'Open Society qui ont milité dans des ONG nationales parviennent à se faire élire. La façon dont s'y prend l'Open Society, c'est que l'Open Society, comme ça a été bien montré par Thibaut Carlezin à l'instant, investit dans des pays pour modifier la politique nationale d'abord. Donc on observe, nous, que l'Open Society, par exemple, a fortement investi en Bulgarie, en Albanie, en Ukraine, dans des petits pays où il est plus rentable d'investir. Si vous investissez 100 millions en France, vous ne changez pas grand-chose. Si vous investissez 180 millions en Albanie, vous avez un pouvoir considérable. Et donc l'Open Society est parvenu à soutenir l'opposition en Albanie, par exemple, à l'amener au pouvoir. Et une fois qu'elle est au pouvoir, effectivement, là, vous pouvez déployer une influence considérable. C'est ce qui s'est passé. L'Open Society a mis en œuvre notamment une politique de réforme du système judiciaire pour, d'une part, lutter contre la corruption, d'autre part, renforcer la mainmise du pouvoir sur le système judiciaire. Et ensuite, comme par hasard, le nouveau gouvernement albanais a proposé 2 candidats sur 3 pour la fonction de juge issus de l'Open Society. Une fois que l'un de ces candidats a été élu, il est devenu juge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu des requêtes d'Albanie sur des sujets politiques sensibles, notamment la réforme de la justice, à laquelle il avait lui-même participé. Et donc là, il a jugé plusieurs fois des décisions importantes sur la réforme de la justice albanaise, à laquelle il avait participé dans une situation de conflit d'intérêts total. Et donc là, on voit bien comment un investissement à long terme auprès de l'opposition libérale pour renverser un gouvernement conservateur permet ensuite, dans la durée, d'exercer une influence politique considérable dans un pays, mais aussi plus largement. Et comme l'a aussi bien dit Thibaut à l'instant, main droite, main gauche. Main droite, je donne des millions pour amener quelqu'un au pouvoir. Main gauche, une fois qu'il est au pouvoir, le fonds d'investissement peut aussi conclure des contrats publics avec ce pouvoir. Donc l'argent qu'on donne pendant un temps, c'est aussi un investissement pour le futur, parce que bien sûr, quand vous êtes amis et que les auditeurs regardent sur Twitter les photos entre Monsieur Rama et le fils Soros, c'est vraiment des photos. Enfin, ils se disent frères, ils se déclarent frères, amis. Enfin, c'est une grande proximité. Donc c'est un investissement à la fois d'abord politique, mais la philanthropie n'est pas désintéressée. Et ensuite, bien sûr, un pays comme l'Albanie ou l'Ukraine, où l'Open Society a beaucoup investi, sont des pays qui sont stratégiquement positionnés et qui ont un rôle important. Donc si vous avez un levier d'influence sur le gouvernement ukrainien, albanais ou bulgare ou que sais-je, eh bien vous avez un levier d'influence géopolitique considérable. Et l'opération menée en Albanie
a été menée, il est vrai, avec aussi des fonds américains de l'époque d'Obama. Donc on voit bien, encore une fois, le lien entre Open Society et Deep State américain pour amener quelqu'un au pouvoir et ensuite exploiter cette position. Et donc cette personne devient juge à Strasbourg et ensuite elle est là pour 9 ans et elle reçoit des affaires et évidemment, elle a été entièrement formée. Le juge albanais, par exemple, actuellement, ou le juge bulgare, ils ont été entièrement formés à l'école de l'Open Society depuis une vingtaine d'années. Donc, ils ont même parfois acquis la nationalité américaine, ils ont vécu à New York, ils sont des avocats new-yorkais. Donc, en fait, ils n'ont plus grand-chose. En tout cas, ils sont vraiment formés pour ensuite appliquer la pensée de ces grandes fondations libérales, ultralibérales, dans leur pays. Alors, à cela s'ajoutent d'autres problèmes. L'Albanie, par exemple, vous avez un problème de népotisme, parce que le juge albanais est en même temps le cousin du Premier ministre. Enfin, vous avez tout un tas de problèmes, en plus, comme vous avez dit, de corruption. Alors là, ça concernait plutôt l'entourage de la juge ukrainienne, qui était aussi liée à ces réseaux de l'Open Society. C'est son mari qui a été poursuivi pour corruption, pour avoir, en utilisant la Cour européenne des droits de l'homme, détourné 1,5 million d'euros de l'Ukraine. Enfin, ce que l'on voit, c'est que recruter comme juges des personnes qui n'ont jamais été magistrats, mais qui ont été des militants liés à la politique, c'est extrêmement dangereux. En fait, le message, c'est que pour la Cour européenne des droits de l'homme, qui est au-dessus des juridictions nationales, il est extrêmement nuisible et dangereux de recruter des militants politiques aux fonctions de juges. Et puis en plus, ce sont des militants politiques, certains n'ont même pas véritablement de compétences de juge. La moitié des personnes qui siègent à Strasbourg ne sont pas des magistrats professionnels, mais des anciens militants de l'Open Society, Human Rights Watch, ou que sais-je, ou des universitaires, ce qui n'empêche pas parfois, pour certains universitaires, d'être aussi des militants. Donc effectivement, ils n'ont pas cette culture de la réserve. En France, les magistrats, quoi qu'on en dise, ont un devoir de réserve. Ils ne disent pas ils n'ont pas milité normalement. En tout cas, c'est le principe. Ici à Strasbourg, quand vous avez des personnes, des juges, qui pendant des années ont milité pour, par exemple, les questions de migration, eh bien, le jour où ils reçoivent une affaire en matière de migration, il est évident que ça pose un problème d'impartialité. Parce que pour le requérant, il a devant lui une personne dont il sait pertinemment que pendant 20 ans, elle a milité pour des sujets sensibles de société, dont les sujets qui lui sont présentés. Donc ça pose un problème de confiance aussi pour les requérants. Ce problème qu'on a vu au niveau des juges, on l'a aussi vu, observé, au niveau du greffe. Le greffe, qu'est-ce que c'est? C'est le personnel de la Cour. Il y a quelques centaines de juristes. Alors, Grégoire Pupin, on va revenir évidemment sur ces juges de la greffe. C'est un gros sujet, donc on en parle juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Drossner. Il est 8h, puis après on revient vers vous. Ligne droite. La table ronde. Et nous sommes avec Thibaut Kerlirzin, consultant en stratégie d'intelligence économique, auteur du livre Soros l'impérial, et Grégoire Pupin, juriste, essayiste français, directeur du groupe de réflexion chrétien conservateur, le CLJ. Alors, on va revenir avec vous, Grégoire Pupin, sur ces juges corrompus au sein du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème identifié au niveau des juges, 22 juges sur 100 issus de la galaxie des ONG et de l'Open Society, pour parler simplement, eh bien, se retrouve aussi à l'échelon inférieur au sein de ce qu'on appelle le greffe. Ça veut dire la petite armée de juristes qui travaillent au sein de la Cour européenne et qui traitent les affaires. Il n'y a que 46 juges à Strasbourg pour des milliers d'affaires ou des centaines d'affaires traitées. Donc, bien sûr, il faut du personnel. Lorsqu'une affaire est introduite à la Cour, d'abord, elle est filtrée. 95% des affaires sont rejetées d'emblée. Ce filtrage, il est fait principalement, non pas par des juges, mais par des membres du greffe, donc par des juristes. Ensuite, les affaires sont préparées, le dossier est résumé, présenté au juge, le projet de décision est rédigé, non pas par des juges, mais par des juristes. Bien souvent, les juges ne voient même pas le dossier. La plupart du temps, il faut comprendre, c'est étonnant, mais un juge de Strasbourg ne lit pas le dossier qui est remis à la Cour, il ne lit que le résumé préparé par les juristes du greffe.
Donc, on voit bien que ce greffe a un pouvoir considérable. Ce que nous avons constaté, premièrement, c'est que Strasbourg est unique parce que la Cour européenne ne publie pas la liste des juristes membres du greffe. Donc, c'est un problème majeur de transparence. On ne sait pas qui travaille à la Cour, qui prépare les arrêts. C'est très différent des autres juridictions qui publient bien sûr la liste de leurs juristes. Problème de transparence. Deuxièmement, on a quand même pu identifier quelques juristes du greffe. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, notamment à l'occasion d'affaires très sensibles, que d'une part, il y a des liens étroits, encore une fois, à ce niveau-là, entre juristes du greffe et les ONG, parce qu'il y a des échanges, bien sûr, de personnel. C'est un même monde, on va dire. Donc, par exemple, on a étudié en particulier les juristes polonais du greffe de la Cour. Eh bien, on observe qu'ils viennent de ces mêmes ONG qui introduisent les affaires à Strasbourg. Donc, les juristes qui traitent et qui reçoivent les affaires à Strasbourg, bien souvent, viennent des ONG qui introduisent ces affaires, notamment du comité Helsinki de Varsovie. Donc là, vous avez un problème majeur. Un deuxième problème, c'est que ces juristes du greffe ne sont pas non plus éduqués à la retenue judiciaire. Et donc, si vous regardez un peu les réseaux sociaux, vous les voyez qui militent publiquement dans les réseaux sociaux sur des affaires, sur des sujets qui sont soumis à la Cour, en matière notamment d'avortement, où c'est très important en Pologne. Eh bien, les juristes du greffe polonais à Strasbourg n'hésitent pas à dire qu'ils sont pour l'abolition de telles décisions de la Cour constitutionnelle, qui est elle-même soumise à leur propre examen à la Cour de Strasbourg. Un exemple typique, encore une fois, l'avortement en Pologne, c'est un sujet majeur soumis à la Cour de Strasbourg. Eh bien, la Cour de Strasbourg a recruté comme juriste du greffe, à l'époque où ces dossiers ont été introduits, une militante polonaise qui est membre de la brigade révolutionnaire féministe de Pologne et qui était porte-parole des manifestations pro-avortement à Varsovie. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi là un problème de le fonctionnement de la Cour, un problème structurel, et qui met en doute et met en cause l'impartialité aussi du greffe, en tout cas d'une partie du greffe. Il y a un problème de conflit d'intérêts, on va revenir là-dessus. Je voulais revenir aussi avec Thibaut Kerlerzien sur l'Albanie, sur l'Azerbaïdjan, sur l'Ukraine aussi, où l'Open Society Foundation, donc de George Soros, a réussi à s'infiltrer et a réussi à avoir une véritable influence sur le gouvernement là-bas. Oui, mais c'est ce qu'a très bien expliqué Grégor, c'est que 180 millions investis en Albanie, là-bas, Soros, c'est le roi du pétrole, quoi. Moi, j'avais pu étudier ça il y a maintenant presque 7 ans, quand on m'avait demandé de cartographier les ONG qui aidaient les migrants le long de la route des Balkans occidentaux. Et encore une fois, ce que disait Grégor quant au lien avec l'Open Society et puis je crois est-ce qu'on parlait de l'USAID, de la CIA, enfin, les services américains ça. En fait. Et donc l'USAID, qui est en fait un fonds humanitaire de la CIA, investissait beaucoup pour aider les migrants. En fait, derrière les ONG, il fallait voir les ONG qui aidaient les migrants, et vous retrouvez souvent des financements de l'USAID, mais le principal financement, c'était l'Open Society. Et Grégor a parlé des comités Helsinki. Ils sont très présents aussi dans ces pays de l'Est. Ils étaient très présents notamment pour aider les migrants. Ils sont financés par l'Open Society. J'avais vu ça pour l'Albanie, pour la Macédoine. La Macédoine, il y a quelques années, avait fait quelque chose qui s'appelait Stop Opération Soros, SOS, pour mettre fin à l'influence de Soros là-bas. La Serbie aussi particulièrement prégnante. La Hongrie, la Pologne, tous ces pays-là étaient globalement très infiltrés par les ONG de l'Open Society, enfin par l'Open Society et par des ONG qui étaient elles-mêmes financées par l'Open Society. Le cas le plus flagrant, ça reste la révolution colorée qu'il y a eu il y a déjà 20 ans en Géorgie, où les nouveaux membres du gouvernement, vous pouviez les cartographier et vous retrouvez pratiquement que des gens des réseaux Soros. Donc oui, les pays de l'Est sont un terrain de jeu privilégié, puisque si on arrive avec beaucoup d'argent, comme je disais, on est globalement le roi. Ils avaient besoin d'argent. Donc, lui arrive, il met l'argent sur la table et puis ensuite c'est. Oui, c'est plus facile un prêt. Ouais, mais en fait, il finance des universités, il finance des projets, il finance de l'aide au développement, il finance de la scolarité, il peut financer de la santé. Donc les gens disent oui. Et après, ils ont un pouvoir spécial. Ouais, ensuite, il y a un pouvoir d'influence. C'est pour ça, quand une ONG marque nous sommes une ONG indépendante, c'est toujours indépendante de qui, de quoi tu me parles. Donc, indépendante peut-être du pouvoir institutionnel, mais pas forcément du reste, quoi. C'est comme Greenpeace qui dit on n'est pas financé par des entreprises, c'est notre fierté, d'accord, mais vous êtes financé par des fondations qui ont des investissements dans tel ou tel domaine. Alors Grégor Pupeng, dans cette étude, vous parlez donc des conflits d'intérêts, mais alors quels sont typiquement les conflits d'intérêts? Parce que là, donc, on comprend qu'il y a des juges qui sont liés à l'Open Society Foundation de George Soros, aussi de Bill Gates, on en reparlera après, mais alors quels sont les conflits d'intérêts qui se déroulent au sein de la CEDH et au Conseil de l'Europe?
Voilà, donc il y a un premier phénomène qu'on vient d'exposer, qui est un phénomène, on va dire, d'emprise, ou de collusion avec une masse critique de juges et de membres du greffe qui viennent de ces organisations. Bien sûr, cela a un poids dans le système. Deuxième problème, les conflits d'intérêts. C'est quoi? Par exemple, le juge bulgare, le juge Grozev, qui est aussi issu de l'Open Society et des comités Helsinki, lui-même financé par l'Open Society, eh bien, il a fondé et dirigé des ONG en Bulgarie. L'année suivante, il devient juge à Strasbourg. Que se passe-t-il? Il reçoit des affaires, des requêtes introduites par l'ONG qu'il a lui-même fondée, donc par ses collègues, ses anciens collègues. Donc il reçoit à Strasbourg en tant que juge des requêtes introduites par l'ONG qu'il a fondée et il les juge. Donc évidemment, dans ce cas-là, il est quasiment juge et partie parce qu'il devient juge en fait des affaires introduites par ses collègues, par l'ONG qu'il a fondée, et il refuse de se désister. Même dans certains cas, parce que parfois la Bulgarie, suite à notre premier rapport de 2020, a ouvert les yeux sur le problème, a demandé parfois à la Cour que ce juge-là soit récusé, et la Cour parfois a refusé que ce juge soit récusé. Bon, c'est un long débat, mais en tout cas, ce qu'on voit le système, c'est un juge issu de Helsinki ou de Open Society reçoit des affaires introduites par ces mêmes organisations et les juges. Dans ce cas-là, il y a un conflit d'intérêts institutionnel qui est objectif. C'est un problème majeur. On a constaté 54 cas de conflit d'intérêts institutionnels pendant les 3 dernières années. C'est en augmentation par rapport au constat qu'on avait fait précédemment. La raison en est qu'il y a de plus en plus d'actions des ONG à la Cour de Strasbourg. Donc les ONG sont de plus en plus actives, donc il y a de plus en plus d'affaires, donc de plus en plus de conflits d'intérêts. Il y a un problème structurel au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de procédure officielle formelle de demande de récusation. Il n'y a pas de transparence sur la composition de la Cour qui va trancher votre affaire. Donc, vous ne le savez pas à l'avance, donc vous ne pouvez pas demander la récusation d'un juge qui serait un conflit d'intérêts. Il y a des problèmes, on va dire, structurels qu'il faudrait que la Cour corrige, mais c'est un des niveaux, on va dire, de problème. Le problème de fond, encore une fois, ce sont ces personnes qui deviennent juges alors que ce ne sont pas des magistrats, ce sont des militants. Et donc notamment, il y a cette affaire du patient anglais, donc ce patient polonais catholique qui était contre l'euthanasie, qui a fait une crise cardiaque en Angleterre, qui a fini dans un état végétatif. Il a commencé donc à respirer sans ventilation artificielle, et pourtant les médecins anglais ont décidé de l'abandonner à la mort, en refusant notamment de l'hydrater. Ça a été devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc ce recours, enfin notamment de la famille, a été refusé par la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'était défendu par un juge qui était à ce moment-là proche de Soros, puis pour l'euthanasie. Allez, pardon. C'est ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a il y a deux types de conflits d'intérêts. Il y a d'une part les conflits d'intérêts institutionnels. Donc là, lorsqu'une affaire est introduite par votre propre ONG. Donc là, c'est un conflit d'intérêts qui est évident. Ensuite, il y a des conflits d'intérêts qu'on peut qualifier de matériels ou substantiels. C'est lorsque le sujet en cause, on va dire, lorsque l'affaire porte sur un sujet à propos duquel le juge s'est déjà prononcé précédemment. Et donc, bien sûr, ces juges qui sont issus d'organisations militantes, eh bien, ils ont des positions sur les sujets. Cette affaire d'euthanasie est sérieuse, elle est grave. Pourquoi? Parce que il y a la vie d'une personne en cause, le patient est mort. Pourquoi? Parce que le juge, encore une fois, Grozev, a simplement refusé d'ordonner au Royaume-Uni de réhydrater le patient et d'autoriser son rapatriement en Pologne. Or, l'Open Society finance des organisations pro-euthanasie. Donc, lorsque la famille de ce pauvre homme a vu que la décision a été prise par un seul juge, qui est issu d'une organisation qui finance des campagnes pro-euthanasie, elle a dit c'est un scandale. Nous n'avons pas confiance, ce n'est pas de la justice. Donc nous demandons à ce que l'affaire soit rejugée. Et là, le président de la Cour, l'ancien président, le juge Spano, a refusé en disant mais non, il n'y a rien à voir, il n'y a pas lieu. Donc le problème, c'est que ces juges qui sont issus de l'Open Society, dès qu'il y aura une affaire en matière de liberté d'expression un peu limite, en matière d'immigration, en matière de mœurs, etc., ils seront toujours suspects de partialité. Parce qu'on sait ce qu'ils pensent à l'avance, puisqu'ils ont travaillé, ils ont milité pour ces sujets. Et donc c'est un problème structurel.
Il faut des juges qui soient des juges professionnels, des magistrats qui connaissent le devoir de réserve et qui ne soient pas là pour faire progresser une idéologie, mais pour appliquer le droit. Et c'est là le problème structurel de la Cour. Thibaut Kerlirzin. Oui, on appuie ce que vient de dire Grégor sur l'euthanasie. C'est pour ceux qui penseraient que c'est décorrélé de la pensée de George Soros, ça y est complètement lié. Je rappelle qu'en 2009, puisqu'on va parler de Bill Gates aussi, Bill Gates et Soros ont participé à quelque chose qui s'appelait le Good Club, avec d'autres personnalités eugénistes comme Ted Turner, et qui dirige la Fondation des Nations Unies, qu'il a lui-même créée, donc qui est liée aux Nations Unies, et qui visait à aplanir, on va dire, la question démographique au niveau mondial. Donc voilà, il y a bien une philosophie de eugéniste derrière. Oui, anticonservatrice et puis progressiste en fait finalement. Oui. Oui, on peut être progressiste sans être forcément pour réduire la population mondiale, mais disons que ce lien avec le financement des organisations pro-euthanasie s'inscrit vraiment dans la philosophie de l'Open Society. Ce n'est pas un jugement qui est complètement étranger à la philosophie de Soros, puisque déjà en 2009, il participait à ce Good Club. Voilà. Alors, vous parlez de la philosophie de Soros. On a beaucoup parlé de Soros, mais je rappelle aussi que dans ce rapport financier du Conseil de l'Europe, on se rend compte qu'il y a donc les deux plus gros fondateurs privés sont l'Open Society de George Soros et Microsoft de Bill Gates. Alors, Bill Gates, pour le coup, quel est son intérêt à financer en partie le Conseil de l'Europe? Quels sont les intérêts de Bill Gates? Ça va être de l'influence. Mais encore une fois, Bill Gates, vraiment, c'est... Aussi puissant soit-il, aussi riche soit-il, quelqu'un comme Bill Gates ou Soros ne peut pas agir si derrière il n'y a pas le soutien d'une puissance étatique ou d'un État ou d'un complexe militaro-industriel. Bill Gates, il a sa marge d'action parce qu'on le laisse agir, globalement. L'idée, c'est d'acheter de l'influence, et ça va être d'acheter de l'influence au profit, de toute façon, de la puissance américaine. Voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le résumer, tout simplement. Et donc, il n'est pas lié notamment, vous avez écrit notamment, enfin, vous êtes fondateur du site davocratie.com, il n'y a pas un lien entre Bill Gates, Davos et aussi le Conseil de l'Europe. Mais sur d'autres choses. À Davos, avec la Norvège, avec le gouvernement norvégien, Bill Gates a fondé Gavi, l'alliance des vaccins, une de ses marottes. Il a deux marottes, Bill Gates, c'est de développer des vaccins pour sauver des vies et c'est de réduire la population mondiale. On va essayer de voir le lien entre les deux. Et il a fondé Gavi à Davos en 2000. Et il a énormément de liens ainsi avec Klaus Schwab. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, acheter l'influence. Ensuite, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Commission européenne. Et vous voyez par exemple l'influence de Gates qui fait partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, au niveau bruxellois, vous avez des bureaux d'ONG qui se sont domiciliés à Bruxelles. Mais il y a d'autres ONG qui ont gardé seulement leur bureau américain. C'est le cas de la Fondation Gates. Et dans plusieurs portefeuilles de la Commission, vous regardez sur les rendez-vous durant la présidence Juncker ou durant actuellement la présidence von der Leyen, la Fondation Gates, alors qu'elle est strictement américaine, arrive souvent en première position, facile dans 3 ou 4 portefeuilles. Le développement international, sciences, recherche, innovation, budget et ressources humaines. C'est la Fondation Gates qui arrive en premier nombre de meetings avec des fonctionnaires de la Commission européenne. Voilà. Alors, on va parler aussi notamment de ce comité Helsinki, donc, qui est un comité de surveillance du respect des droits de l'homme, qui renvoie aux accords d'Helsinki. Alors, c'est d'inspiration anticommuniste au départ, puis c'est un peu tombé en désuétude avec la fin de la guerre, et ça a été investi par des organes philanthropiques avec une idéologie, donc les droits de l'individu, en gros, sont au-dessus de toute norme conservatrice. Alors, Grégor Pupinck, ce comité Helsinki, quel est véritablement son impact sur la CEDH et le Conseil de l'Europe? En fait, ces comités, au départ, c'était une fédération qui était instituée après les accords de Helsinki de 1975 et qui visait à imposer à l'URSS le respect des droits de l'homme élémentaires. Donc, c'était au départ très bien. C'était efficace. Évidemment, lorsque le communisme et l'URSS est tombé, comme toute institution, les comités Helsinki ont voulu survivre, bien que leur mission initiale ait été accomplie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été investis par ces fondations, en particulier l'Open Society, donc ou Ford Foundation, américaine, qui ont redonné des moyens et donné un nouveau but, qui est non plus le but des droits de l'homme très décent de 1975, mais le but de la société, de la vision très libérale américaine des années 2000. Et donc, ces institutions ont changé de nature, on va dire. Elles sont devenues des organes qui ont gardé le prestige des sociétés Helsinki, prestige historique,
mais qui sont devenus des organes au soutien de la transformation culturelle. Le comité Helsinki, parmi les plus efficaces, c'est celui de Pologne, de Varsovie. Eh bien, en fait, il milite pourquoi? Il milite pour transformer la Pologne, pour intégrer dans la Pologne la culture de l'Europe occidentale, on va dire. C'est une idée de modernisation de la société sur toutes les questions woke, culturelles, sociales, etc. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des vecteurs d'influence qui, au moyen des droits de l'homme, veulent changer la société en utilisant des jugements nationaux et internationaux. Si vous obtenez, comme ils le veulent maintenant, une condamnation de la Pologne en raison de ses législations sur les mœurs ou sur l'homosexualité ou sur l'avortement, que sais-je, eh bien là, vous changez la société. Pareil pour l'immigration, etc. Donc, il faut comprendre que si vous voulez influencer un pays alors que vous êtes en minorité, vous allez chercher une instance internationale pour faire condamner votre pays. C'est très simple. Tant que les instances internationales sont ultralibérales, eh bien, les minorités agissantes libérales auront recours à ces instances internationales pour faire condamner les pays conservateurs. Thibaut Kerlierzin sur ce comité Helsinki, pardon. Oui, Grégoire a plus travaillé que moi sur ce comité Helsinki. Moi, je les ai repérés vraiment à l'époque où j'ai travaillé sur les migrants. Et en effet, cette défense des droits humains, ça devient, là-dessus, c'était vraiment le droit des migrants. Là, voilà, au niveau juridique, vous n'avez pas le droit d'interdire à des migrants de passer les frontières et d'aller, parce que ce sont des migrants, ils sont en danger de mort. Si vous vous y opposez, vous êtes pour la mort des migrants, vous êtes opposé aux droits de l'homme. Donc ça vient vraiment un espèce de fluidificateur de la migration et de l'organisation, enfin, même des migrants, le terme n'est pas bon, ce sont des clandestins, des étrangers illégaux. Mais voilà, avec l'influence de comité Helsinki, ça devient le droit à la migration. Donc c'est en effet une arme de guerre, que ça soit économique ou civilisationnelle ou autre, qui est employée contre le continent européen. Alors Grégoire Pupin, on rappelle, donc vous êtes le directeur du groupe de réflexion chrétien conservateur ECLJ, et votre étude, vous l'avez sortie donc la semaine dernière, et pourtant aucun média traditionnel n'en a parlé. Alors comment vous pouvez expliquer qu'il n'y a que Radio Courtoisie et certains médias pas de grand chemin justement qui en ont parlé? Bon, il y a quand même eu un excellent article, si tu me permets, dans le Figaro, la semaine dernière, qui a présenté le rapport. Et puis, il y a des articles dans la presse étrangère. Donc oui, en France, on a l'habitude, la presse française n'ose pas en parler. Alors, ce qu'on peut dire, premièrement, c'est que le rapport de 2020 n'a jamais été remis en cause dans son contenu. Jamais. J'ai fait l'objet, le CLJ a fait l'objet d'attaques personnelles ad hominem, mais jamais sur le rapport. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que parler du rapport, c'est attirer l'attention dessus. Le contenu du rapport est extrêmement objectif, extrêmement solide. Donc, bien sûr, l'intérêt des médias, c'est de ne pas en parler. En tout cas, c'est le cas pour les grands médias. L'idée étant que si on en parle, on fragilise évidemment l'institution. Or, l'institution, elle est utile politiquement d'un certain point de vue. Et donc, dans le but de ne pas fragiliser l'institution, on n'en parle pas et on espère que le problème sera plus ou moins étouffé ou plus ou moins réglé. Dans d'autres pays, en Europe et dans le monde, par contre, on en parle. Le premier rapport de 2020, il y a eu des centaines d'articles. Il a été même traduit en vietnamien, dans le monde entier. Donc, oui, on en parle beaucoup à l'étranger. On en a parlé au Parlement. On en a parlé cette semaine à l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Mais en France, on ne veut pas fragiliser une institution qui sert nos intérêts parce que, du point de vue de l'Europe occidentale, la Cour européenne des droits de l'homme, ça sert pas à rééduquer la France, mais ça sert à rééduquer justement les pays d'Europe centrale. L'une des utilités de la Cour européenne, c'est d'essayer de moderniser des pays comme la Turquie, comme la Géorgie, comme la Pologne, comme la Hongrie et autres. C'est ça l'utilité qu'on a. Donc c'est un instrument d'exportation des valeurs et du système politique et juridique de l'Europe occidentale vers l'Europe centrale. C'est comme ça que c'est conçu. Et donc, ce n'est pas la France qui va critiquer un instrument qui lui sert. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le contenu de ces valeurs n'est plus du tout celui, en tout cas, n'est plus entièrement celui qui avait présidé à la fondation de l'institution. Ce sont devenus des valeurs américaines, woke, ultralibérales, qui sont rejetées par l'Europe centrale.
Thibaut Carlierzin. Alors, comment on peut limiter l'influence de Soros et de Bill Gates au Conseil de l'Europe et à la CEDH? En faisant le travail que fait Grégor, je pense que c'est la seule manière, en le diffusant, en téléchargeant le rapport, en essayant de le faire passer sur un maximum de médias. Je vois pas d'autres solutions. Je suis très pessimiste, mais comme disait Grégor, son premier rapport a été énormément repris, donc il faut continuer. Il faut que vos auditeurs le téléchargent, le partagent sur les réseaux sociaux, fassent un maximum de pubs autour d'eux, et ceux qui ont des liens dans les médias, qu'ils fassent passer Grégor dans les médias. Grégor Pupin, qu'on peut sauver le Conseil de l'Europe, on peut sauver la CEDH, on peut sauver l'Europe. Vous savez, la vie politique est un changement permanent, continuel, donc il ne sert à rien de sauver quoi que ce soit, il faut toujours renouveler, changer, transformer, avancer, évoluer, donc et conserver. Donc non, il n'y a pas de position dogmatique, il faut être objectif. Il y a un problème majeur au sein du système, il faut essayer de le corriger. Et puis chaque jour, effectivement, on avance. Donc il y a pas de position dogmatique là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui qui est objectif. Il faut le corriger. Et la Cour, manifestement, ne peut pas continuer à aller dans ce sens militant ultralibéral. L'édifice institutionnel européen s'effrite. Tout dépendra des élections dans quelques pays d'Europe centrale, notamment en Pologne, à l'automne. Je pense que ce sera décisif sur l'évolution et l'avenir de ces institutions. On peut télécharger donc votre étude sur votre site ECLJ. ECLJ.org, et donc le rapport s'appelle l'impartialité de la CEDH. Donc vous allez sur le site ECLJ.org, donc il y a une version française et une version en anglais, et vous cherchez donc, en première page le rapport. Et si vous êtes intéressé par d'autres rapports que nous avons faits, notamment sur le financement des experts de l'ONU, c'est également disponible sur le site dans la section rapport, et c'est aussi un travail important parce qu'on a démontré comment l'Open Society, la fondation Ford et d'autres fondations financent les experts dits indépendants des Nations Unies et les financent en dehors complètement du système des Nations Unies, en dehors de tout contrôle, pour les faire travailler sur des sujets spécifiques. Donc c'est un autre mode d'influence de ces fondations au plus haut niveau institutionnel pour faire avancer des idées en les imposant ensuite par le haut au pays. Et donc là, cette fois-ci, ce n'est plus seulement par le fait de nommer certains de leurs membres à des positions clés comme experts des Nations Unies, mais c'est aussi en finançant directement à coût de millions de dollars ces experts des Nations Unies. Donc le deuxième rapport s'appelle le financement des experts de l'ONU. Donc voilà deux rapports intéressants pour comprendre comment ces grandes fondations arrivent à pénétrer et à influencer les instances internationales de protection des droits de l'homme à Strasbourg et à l'ONU. On réinvitera donc pour parler de ce rapport. Merci beaucoup Grégor Pupin, qu'on rappelle, donc vous êtes juriste, essayiste français, directeur du groupe de réflexion chrétien ECLJ. On peut retrouver donc toutes vos études sur le site eclj.org. Et merci à vous Thibaut Carlierzin, vous êtes consultant en stratégie d'intelligence économique et vous êtes auteur notamment du livre Soros, l'impérial aux éditions Perspectives de Livres, et vous avez fondé le site davocratie.com. Merci à vous. Merci à vous.